fait, maintenant, je vois bien que quand je change un paramètre, par exemple, j'ai mis 24 heures pour changer d'avis. Ça, pareil, quand je l'ai mis, j'ai eu une augmentation de mon taux de conversion. Quand je l'ai enlevé, il y a eu ça a chuté aussi. Alors que je pensais que ça, c'était un petit détail. Donc, c'est tous ces petits détails qui font que vraiment, j'ai un taux de conversion, je peux le dire, qui est entre 2,5 et 3, donc qui est quand même assez sympa. Et en fait, dès que je viens modifier des petites choses où on se dit c'est insignifiant, ça va me changer, ça va vraiment changer la donne. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis aujourd'hui avec Laure Lagarde. Salut Laure. Bonjour, salut. Et qui a une très 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 belle histoire à raconter. C'est une histoire de reconversion. Tu as été du côté obscur de la force, tu as bossé chez Airbus, chez Safran, dans des grands En effet. Une histoire de reconversion, tu t'es toujours dit que tu voulais entreprendre. Tu t'es dit d'ailleurs que entreprendre dans le e-commerce, c'est simple. Mais en tout cas, que tu pouvais te former sur le tas. Voilà. Mais tu m'expliqueras ça avec tes mots tout à l'heure. Tu l'as fait alors que tu attendais ton premier enfant. Là, tu attends ton second. Ouais. Tu l'as fait sur fonds propres. Exactement. Tu l'as fait pour une quête de liberté, à la fois géographique, financière et professionnelle. Ouais, temporelle, ouais. Et tu t'es lancé sur un business original dont tu nous parleras tout de suite, qui est Emily's Pillows. Ce sont des Emily's Pillow, au singulier. Oui. Ce sont à la base des oreillers en soie et puis maintenant des parures de lit, des kimonos. Ouais. On est en deuxième année et tu vas clôturer à 1,6 million. Oui, c'est ça. L'atterrissage est prévu environ 1,6 million. Voilà. Et ben, c'est une très très belle histoire. On a préparé. Alors, un peu de contexte, chers invités. J'avais un invité hier qui a malheureusement eu un empêchement et on n'a pas pu enregistrer. Du coup, j'ai croisé Émilie, je suis à Bordeaux. J'ai croisé, Laure, fondatrice d'Emily's Pillow. Ça porte la confusion, je te l'accorde. Et il se trouve que, vous le savez, on en parle souvent, mais on a des bureaux à Bordeaux, ça s'appelle la Villa Maria, dans lesquels il y a une crèche. Et Laure fait partie de ces personnes qui ont un enfant à la crèche et qui ont une place au coworking en face. Exactement. On m'avait parlé de toi en me disant, tu devrais parler à Laure, elle a un super business, c'est hyper intéressant ce qu'elle a fait. Et donc, on s'est croisés hier, on a préparé l'entretien qu'on est en train d'enregistrer. Et je vous assure, chers auditeurs, que Laure a une maturité, une maturité digitale, une connaissance en acquise qui est vraiment impressionnante, alors qu'il y a 3 ans... J'étais pas du tout là-dedans. T'étais pas du tout là-dedans, tu ne connaissais pas grand-chose. Ouais. Eh ben, je veux comprendre les écueils que tu as rencontrés, les conseils que tu as donnés pour avancer plus vite, bien que toi-même tu aies déjà avancé très très vite, et ça c'est super. Je pense que ton sujet, et chers auditeurs, vous me le dites souvent, mais ton sujet est hyper intéressant, une reconversion, ou en tout cas un démarrage, un changement de vie, et se lancer dans l'e-com et réussir à le faire, c'est formidable. Je pense au Beauté, le Beauté, je pense à Florette, qui a une histoire similaire. Et c'est ça que je veux comprendre. Et je veux surtout que vous compreniez, chers auditeurs, que c'est faisable, que rien n'est simple dans la vie. Et d'ailleurs, si vous êtes des auditeurs assidus du panier, vous le savez, il y a une recette qui est la recette à suivre. Ça veut pas dire qu'on va réussir, mais en tout cas, en l'appliquant, on se donne plus de chance. Il y a toujours un facteur chance d'ailleurs dans la réussite. Ça a marché pour moi en tout cas. Mais en tout cas, ça a marché pour toi et c'est formidable. Tu vas nous le raconter. Bienvenue Laure. Merci beaucoup de me laisser une longue intro avec le micro. C'est top, ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Et moi je suis très content de te recevoir. Alors Laure est enceinte, tu accouches dans 3 mois. Dans 3 mois, donc voilà. Je vais poser le micro sur son ventre, je trouve ça pratique. Exactement. C'est quoi Emily's Pillow, que vous retrouvez sur
Emilys en anglais, Ouais, comme l'oreiller d'Emily, donc EMILYSPI2LOW.com. On peut te retrouver sur LinkedIn, on peut aussi te retrouver sur Instagram sous Dear Digital Stories, parce que tes apprentissages, tu les mets... Oui, voilà. Je les mets aussi à profit de personnes, de solopreneurs ou de petites marques qui se lancent pour avoir un petit peu la même recette, comme tu as dit. Ouais. Bienvenue. Alors, quelques définitions de base, parce que moi, c'est pas un domaine... enfin, je le savais pas. Il y a une différence entre la soie et le satin. Oui. Enfin, le satin est un maillage. Donc, c'est vraiment le maillage qui va faire que soit ça va être pour la finition, le satin, ça va être une finition satinée, mais ça peut être du satin synthétique, donc à base de pétrochimie, ou du satin naturel à base de soie, par exemple. On a même du satin de coton. Mais moi, donc, c'est du satin de soie. Du satin de soie. Voilà, et le satin, donc, soie. tu disais un maillage. Enfin, oui. Une armure. Une armure. Oui, l'armure, c'est aussi la façon dont ça a été assemblé, dont les fils sont assemblés, en fait, pour la finition. Okay. Pour l'aspect de finition. Voilà. Et donc, le satin peut être fait avec différents matériels, comme tu viens de le dire. Oui. Toi, c'est un satin de soie. Exactement. Okay. Donc, ce qui a un rendu satiné. Ok. Pourquoi se lancer il y a 3 ans dans... Oui. Alors, en fait, voilà, pour la petite histoire, ça fait moi bien une dizaine d'années que je suis passionnée d'entrepreneuriat et que j'étais donc dans le salariat et j'allais vers les gens qui avaient vraiment des mindsets d'entrepreneurs et je me disais un peu comment faire ce virage. Et donc, il y a 3 ans, lors de l'entretien individuel avec mon boss, je lui dis j'ai 2 nouvelles. La première, je suis enceinte. La deuxième, je ne veux pas revenir après le congé mat. Voilà. Donc, c'est passé. Voilà. Mais mes boss hyper compréhensifs qui ont dit allez, vas-y, go, lance-toi. T'as un beau projet entrepreneurial en plus. Donc, vas-y, fonce. J'avais exprimé que je voulais faire de la formation. La formation pour des gens qui voulaient créer leur boîte, que moi, j'étais passionnée d'entrepreneuriat et qu'aujourd'hui, juste être dans des startups, ça ne me suffisait plus. Je voulais monter mon business. Tu as réussi à obtenir une rupture co ? Oui. Ah ouais. Ce qui n'est pas donné parce qu'il y a plein de boîtes qui refusent de complètement. Ouais. Mais ce qui te fait... ce qui a fait un peu de mou pour... surtout partir sur un congé mat, je me suis dit quand même, voilà, je suis un peu parfois, je peux partir comme ça et faire des choses un peu folles. Mais là, je voulais quand même une petite sécurité vu que j'avais le congé mat et le bébé on the way. Donc à partir de là, 3-4 mois après, j'étais partie. Et là, j'ai pris quand même le petit temps, donc le congé maternité. Et pendant le congé maternité, en fait, ça me trottait. Qu'est-ce que je peux faire qui, on va dire, est accessible en se formant avec plein de documentation, de vidéos YouTube. Qu'est-ce qui est accessible professionnellement pour entreprendre et qui me permettrait d'être libre vraiment géographiquement. Je cherchais ça, pouvoir vivre un peu n'importe où aux 4 coins du globe et temporellement. Et donc, le e-commerce, j'y pensais déjà depuis un moment. Je me suis je me suis même carrément formée. J'ai regardé plein de vidéos YouTube. J'ai pris quelques formations à droite à gauche. Et là, il me fallait le produit. Je me disais, c'est le bon domaine, mais le produit, quel produit choisir ? Et c'est là où, 4 ans avant, j'avais acheté une thé d'oreiller en soie parce que j'avais des problèmes de cheveux. Et Pardon, tu vas trop vite. Ouais, pardon. Pourquoi est-ce que des problèmes de cheveux te font acheter une thé d'oreiller en soie ? Parce que la thé d'oreiller en soie, en fait, a vraiment des vertus de beauté. Elle est moitié plus douce que le coton, donc elle fait vraiment... les cheveux, en fait, elle n'abîme pas les cheveux, elle n'abîme pas la peau. C'est une matière vivante, la soie, hein, et ce qui fait qu'en fait, il y a des acides aminés dedans, des protéines qui vont aussi faire du bien, qui vont se diffuser, en fait, et qui vont vraiment faire du bien à la peau et aux cheveux. Matière vivante parce que ça a été fait par un ver à soie qui pousse sur le murier, c'est ça ? Oui. Mais il a été traité 50 fois avant d'arriver sur une thé d'oreiller. Il y a du traitement, mais il reste des acides aminés, des protéines, parce que voilà. Et en plus, c'est une matière qui est hyper solide, ça on ne le sait pas forcément, mais le fil de soie, c'est quasiment aussi solide que de l'acier en fait. Ça a même la même résistance qu'un fil d'acier, à même traction. Hein, tu vois. Après, bien sûr, si on le coupe, tout ça sera différent. Mais à traction, un oreiller de soie, une thé d'oreiller, enfin la soie est plus solide que le coton, par exemple ? Ah, la soie, ouais. La soie, moi, je les garde 5 ans, mais thé d'oreiller en soie, sans souci. Ah, je savais pas. Ouais, non, ça, c'est assez dingue. Après, bien sûr, ça va perdre un peu le côté satiné, ça peut perdre l'aspect du démarrage, mais on les garde vraiment super longtemps. Ok. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Non, mais donc ça a des vertus... beauté. Bénéfique, beauté pour le... Okay. Oui. Et ça, moi, je le savais parce qu'il y a 4 ans, donc je m'étais renseignée, comment... quelles sont les astuces pour avoir des cheveux, pour entretenir un peu en bonne santé, les cheveux bouclés, etc.
Et donc, j'avais acheté une thé d'Orient en soie suite à ces conseils. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de fabricant en France, voire de site e-commerce en France qui vendait ça. Du moins, je n'avais pas trouvé. Et tu avais déjà dormi dans le passé dans des draps ou sur des Des draps, non, mais des thés d'Orient en soie, je l'avais depuis déjà un petit moment. Et puis moi, j'adorais ça pour le confort. Okay. Et c'est vrai qu'il y avait eu un léger résultat. Je dis pas que c'est waouh, hein, faut pas rêver. Même si j'ai des clientes qui parfois me le disent et ça me fait toujours un peu halluciner qu'il y ait des tels retours clients en fait. Et d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Mais moi, en tout cas, j'avais bien aimé. Et donc, pendant cette reconversion, je me dis, il me faut un produit qui me parle, un produit sur lequel je pourrais parler. Et alors, avant d'aller jusque-là, tu m'as dit un truc avant, tu m'as dit tu cherchais un sujet, un domaine, une verticale en tout cas, où tu puisses t'auto-former. Ouais. Tu n'es pas de formation, enfin, t'as pas fait marketing digital, c'était l'entrepreneuriat te passionnait. Ouais. Mais c'est ta première expérience, ou en tout cas, c'est ça. Oui, j'avais tenté avant, en parallèle de mon job, j'avais tenté un premier site Shopify sur de la vente de meubles. Donc, ce qui m'avait permis d'appréhender quand même, je m'étais déjà un petit peu formée à ce moment-là sur tout ce qui était la création du site Shopify, la création des ads. Donc, j'avais un léger prérequis, mais pas du tout celui que j'ai aujourd'hui, quoi. Et c'est là où, en effet, j'avais déjà eu une appétence et j'avais vu que ça me plaisait, que tout cet aspect e-commerce, design du site, vente, chiffre d'affaires, enfin tout ça me parlait vachement. Ça te parlait, ouais. Ok. Et là, ce qui m'a aidé, c'est quand même ces 10 ans que j'ai fait dans l'aéronautique. J'étais quand même responsable produit, achat. Donc, j'avais tout ce background, on va dire, plus côté fournisseur, aller chercher les fournisseurs, qualité produit. Mais tout ce qui était marketing digital, non, là-dessus, j'avais pas une idée, quoi. Donc, Et donc, tu te dis, le e-commerce, il y a de la formation disponible, tu peux apprendre sur le tas. Oui. Ton expérience passée dans ces grands groupes aéronautiques peut être d'une certaine utilité. Oui. Sur juste une partie de l'écosystème en fait d'un site e-commerce, et j'ai vite vu que qu'il me manquait un delta quand même énorme, hein, qui était celui du marketing digital, c'est-à-dire comment vendre vraiment et comment faire ses pubs de façon intelligente, comment avoir des produits qui vont vendre, qu'est-ce qui va faire que ça vend. Donc c'est là où vraiment... Et ce premier e-com que tu as monté sur Shopify pour vendre des meubles à monter, c'est ça ? Oui. Ça a donné quoi ? Alors, ça a marché. Je pense que si j'avais insisté, ça aurait pu marcher, en fait. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore les acquis et le temps, je crois, nécessaire à dédier aussi pour le faire vraiment développer. Mais ça a marché, mais plus en local. Parce que le souci, c'était que je rajoutais je pense, 40 à 50 euros de frais de livraison pour livrer les meubles. Donc, c'est des meubles à monter soi-même, c'est ça ? Ouais, c'était des meubles à monter soi-même. Mais comme de l'Ikea ou... Alors, ils ont le concept maintenant, c'est pas Ikea, mais Leroy Merlin. Et en fait, c'est avec les tubes de... C'était les tuyaux de plomberie. Et on venait installer on allait chercher en gros les planches de chêne chez Leroy Merlin. Et puis, on faisait tout chez nous dans notre fameux 28 mètres carrés. Pardon, dont Laure m'a parlé hier. Ouais. C'est ça qu'il est fameux. et on faisait les meubles là-dedans. Et puis après, par contre, localement, ça marchait. Les gens venaient chercher les meubles chez nous. Donc, on a fait des bureaux. On a fait, voilà, ils nous donnaient les specs. Et on allait chercher les meubles chez Leroy Merlin, on les ponçait, on les lasurait et puis on les assemblait. Voilà. Donc la scalabilité du modèle est pas évidente, quoi. Non, ça n'a pas marché. Puis c'est surtout qu'il fallait que ça soit local, quoi. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré, je dirais, 6 mois. On vendait un meuble par-ci par-là, quoi. T'as appris quoi ? J'ai appris que la logistique, c'était clé. et qu'il fallait absolument avoir un produit, en fait, si on voulait être dans un modèle plus scalable, justement, il fallait avoir des produits qui en termes de transport, ne sont pas trop coûteux, donc qui sont légers, qui ne prennent pas trop de place. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des business models avec des produits plus volumineux qui ne peuvent pas marcher, bien sûr. Mais là, dans mon cas, en tout cas, ça m'avait mis un peu une petite claque en me disant, bon, ton idée, elle est bien sympa, mais est-ce que tu pourras en vivre ? J'en suis pas sûre. Voilà, parce que il est trop volumineux, les frais de livraison, ça va être complètement déconnant. Donc, j'avais laissé tomber. C'est vrai qu'une thé d'oreiller, on est un peu à l'exact opposé. Ouais. En soi, surtout, c'est pas donné, c'est léger. Ouais. Ça se plie facilement et ça peut s'envoyer. En fait, ça peut passer dans une enveloppe. Exactement. C'est d'ailleurs un de mes prérequis, c'est que ça puisse passer dans les petites, dans les boîtes aux lettres parisiennes. Tu vois, ouais. C'était ça.
Et donc, depuis quelques années, tu as une thé d'oreiller en soi. Tu t'es rendu compte des bienfaits que ça peut apporter. Tu as fait ton test sur le mobilier à monter. Concluant, puisqu'il t'a appris et apporté un enseignement et des insights forts. Ouais. Et donc, voilà. Et donc là, je me dis, c'est un bon produit. Moi, ça me parle. Donc, je pense que ça pourra parler à d'autres. Avec des copines, on en parlait, elles me disaient toutes, mais en fait, il n'y a pas vraiment de shop de thé d'oreiller en soi, alors que c'est super. Et presque, enfin, c'est pas qu'on m'a poussé, mais il y a vraiment eu une émulation autour de moi à ce moment-là, où je me suis dit, non mais go, c'est mon produit, j'y vais. Je teste, je crée mon site. Donc là, c'était, je pense, 5 mois, je venais de mettre le petit un peu à la crèche et je retrouvais un peu plus de temps. Donc j'ai pu vraiment me mettre à 100% sur le site. Et donc là, j'ai tout simplement, ça a commencé par l'ouverture de mon shop Shopify. J'ai regardé à côté les formations YouTube, tous les trucs. Donc j'étais vraiment en autodidacte. Et j'ai fait ce shop en une semaine. Donc le shop sans doute le plus pourri de la Terre pour commencer. C'est plus celui qu'on peut voir aujourd'hui. Non, c'est plus celui. Non, celui-là, c'était vraiment la version de test. Et en fait, je me suis dit, c'est pas grave. De toute manière, t'as pas 20 000 € à investir. T'as 2 000 € pour mettre et ça sera dans tes stocks. Donc le site, tu le fais à ta sauce, mais en mettant toutes les infos qu'il faut là où il faut. Donc ça, je m'étais bien renseignée. Tout ce qui est avis client, tout ce qui est les émoticônes de réassurance qu'on peut voir, voilà, même le remboursement 30 jours, le principe un peu de qui perd gagne. Moi, je pars vraiment du principe. Faut pas que principe de qui perd gagne, c'est-à-dire? Ouais, le principe de dire qu'en fait, ma cliente, elle me dit, il y a la thé d'oreiller, il y a un accro. Je cherche même pas, je lui renvoie une nouvelle. Ouais. Et puis sur le site, je dis bien 30 jours remboursés sans question. Voilà, pour que vraiment le client, il se sente chez moi, qu'il puisse être à l'aise pour l'achat. Alors, plein de questions. Shopify et la réassurance et se satisfait ou remboursé. Même pas remboursé, satisfait ou renvoyé en gros. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Shopify, pourquoi Shopify? J'avais regardé. T'aurais pu faire un Wix, t'aurais pu faire un Squarespace, t'aurais pu faire j'ai essayé de faire un WordPress et j'ai rien compris. Donc déjà, c'est simple. WordPress avec WooCommerce. Et c'est vrai que sur le coup, en solo entrepreneur comme ça, quand on n'est pas accompagné, c'est pas très user-friendly. Alors après, c'est peut-être que parce que mon cerveau n'est pas foutu comme il faut pour faire du WordPress. Mais en tout cas, Shopify, je me suis mise dessus et en fait, il donne toutes les indications, il donne tout, il y a toute la marche à suivre, c'est simple, c'est très ergonomique pour l'expérience de l'utilisateur. Donc moi, ça m'a permis de faire mon site en 10 jours. J'avais mis 80% des infos nécessaires pour un site e-com, ce qui m'a permis de lancer le site au bout de 2 semaines. C'est quoi les 80% d'infos nécessaires? Enfin, les 100% du coup que tu n'as pas atteint, mais c'est quoi? C'est mettre tout ce qui est, je dirais, FAQ, suivi, toutes les pages en fait qui font qu'un site va rassurer et va convertir. Et ça, j'ai très vite compris. Et j'ai pris mes propres expériences sur des sites. J'ai été auditer plein de sites pour justement voir qu'est-ce qu'il fallait mettre. Et je me disais, la FAQ, c'est un incontournable. Mettre un suivi de colis, de livraison, c'est aussi un incontournable parce que le client aujourd'hui veut savoir où en est sa livraison. Bien sûr, tout ce qui est mention légale. À mettre aussi un contact, faire apparaître un service client simple, dispo. Alors, j'avais commencé en disant dispo 7 jours sur 7. Mais ce qui n'était pas vrai, c'était 5 jours sur 7. Donc j'ai vite changé. Je me suis dit, en fait, on n'est pas des esclaves. Je vais remettre 5 jours sur 7, ce qui est normal. Surtout qu'au départ, c'était moi qui faisais le SAV, donc j'en pouvais plus. Et en fait, j'ai mis vraiment donc, toutes les pages. Et après, je me suis focus sur la page produit. Parce que sur un des cours que j'avais pris, ça disait bien expérience client le plus simple possible. Quand je vais faire ma pub, ça va pointer sur mon produit. Donc il faut que la page produit soit hyper complète pour qu'il n'aille pas se balader sur tout le site, qu'il ait toutes ces infos qu'il achète. C'est hallucinant le nombre de contacts, clients, prospects qu'on a qui mettent un effort fou, enfin qui pensent vouloir mettre ou veulent mettre un effort fou sur la page d'accueil. La page d'accueil, c'est 10% de ton trafic. Oui, je pense. Exactement. Non, mais exactement. Je dis ça totalement en l'air, mais en vrai, tu vois, je sais pas. On gère beaucoup de sites médias, c'est toujours entre 10 et 15% max. Une reco produit, un post Insta, une pub Facebook, une pub AdWords t'amène en général sur une fiche produit ou un article de blog, rarement sur la page d'accueil. Donc hyper important ce que tu dis, et je pense qu'il faut bien l'avoir en tête. Regardez vos stats si vous avez déjà un site, et si vous n'avez pas, gardez ça en tête. La page produit, la page destination, c'est la plus importante. Ouais. Moi, c'est 80% de la landing page, c'est 80% ma page produit.
et ma page produit, thé d'oreiller en soie, mon produit phare en fait. Voilà, c'est la thé d'oreiller en soie à 55 €. Tes cours, tu les as pris où? Tes formations, J'avais pris une formation à un payante moment qui 98 €. Donc vraiment le truc où je m'étais dit tu vas pas perdre grand chose, au pire tu la prends. Et voilà. Et pour le moment, pour ce que j'avais besoin à ce moment-là, elle était plutôt pas mal. C'était là où j'ai un peu appris la méthode AIDA, donc attirer l'attention, l'intérêt, le désir, susciter l'action. C'est un peu comme ça que j'ai bâti ma. Non, ça te parle, ouais. Oui, ça me parle. Alors, peut-être que je l'applique tous les jours maintenant inconsciemment, mais je l'ai appris en IUT Tech Deco il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans. Allez, il y a quelques années à peine. Mais le I. Attends, c'était quoi? Intérêt. Pourquoi un I? Interest? Non, pourquoi un A alors? Un peu tout ce qui est avantage produit. Ouais. Et après, tout ce qui intéresse, c'est plus le détail un peu technique. Attention, intérêt, désir, action. Désir, action, oui. Donc, en fait, c'est le funnel ARR. Voilà. Enfin, ARR. Créer de l'attention, créer de l'intérêt, en fait, ça, générer un désir et amener vers de l'action. Et j'ai vraiment mis ma page produit, je l'ai paramétré comme ça, en disant vraiment quels sont les avantages pour les cheveux, pour la peau, qu'on a une peau plus hydratée, qu'on a des cheveux qui sont moins ébouriffés le matin. En intérêt, c'était ceux-là. T'as vraiment des cheveux moins ébouriffés le matin? Non, d'ailleurs, tu peux voir que je les ai même ébouriffés maintenant. Je ne me permets aucune remarque. Donc, non, c'est... En tout cas, ils sont un peu plus brillants, ça c'est sûr. Voilà. Non, mais je reviens vraiment parce qu'il y a vraiment quand même un petit bienfait. C'est pas... il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on dort sur la soie. Et donc, j'ai refait ce plan-là. Et en effet, c'est ce qui a marché parce qu'en fait, ça a su rassurer les personnes que j'envoyais en trafic, donc en publicité avec Facebook, Insta, j'ai commencé par là. Et les gens arrivaient sur cette page qui était vraiment, j'aurais dû faire des captures d'écran à l'époque, c'était avec le thème début. D'ailleurs, ce qui est intéressant, je suis toujours avec le thème début, j'assume complètement. Donc le thème gratuit Shopify, mais depuis, j'ai mis du J'aime page par-dessus, ce qui permet de faire des choses très sympas. Tu as mis du J'aime page. L'app J'aime page, un peu comme Flypage, voilà, qui permet d'éditer sa page. GEMPAGES, chers auditeurs, qui permet de faire du drag and drop, et c'est un page builder Shopify. Ouais. Et donc voilà, et vu qu'il y avait cette architecture sur la page produit où j'avais mis déjà les premiers avis clients que j'avais pu recenser, j'avais mis quelques logos presse. Alors ça pour pareil, la petite anecdote, bien sûr, j'étais nouvelle, je n'avais pas de presse. Maintenant, tous mes logos sur mon site sont réels, mais à l'époque, j'ai juste dit, on parle du produit. Fake it until you make it, quoi. On parle de thé d'oreiller en soie. Voilà. Donc, il y avait pas mal d'articles sur Marie-Claire, déjà sur d'autres articles, et j'ai dit, on parle du produit. Puis j'avais mes émoticônes presse. Et tout ça, ça a rassuré, en fait, et ce qui fait que très vite, quand j'ai lancé mes pubs, eh bien, ça a marché. J'ai commencé avec mon petit budget de 50 € par jour. Et voilà. Et quand j'ai lancé, ça a commencé à faire le petit gring-gring là. On y vient dans une seconde. Le petit gling-gling qui est une fonctionnalité Shopify qui fait plaisir. Non, un autre sujet que tu as évoqué avant, le renvoi produit, no question asked, sans condition. Tu es sur un runway à 1,6 million, ton panier moyen, c'est quoi? Tu le communiques, tu peux me le dire? Oui, 100 €. 100 €, donc ça fait 16 000 commandes? 1600? 16 000 commandes. Ouais. Sur 16 000 commandes, t'as renvoyé combien de produits? T'as un ordre de grandeur, une idée? J'ai environ du 2%. 2% de produits retour. Okay. Ce qui est, je crois, très correct. Combien de produits par commande en moyenne? En moyenne, on est sur du 2, quasiment. Voilà, j'ai mon petit bundle qui... Donc 32 000 produits envoyés dans 16 000 commandes, et 2% des 32 000 ou 2% des 16 000? Non, des 32 000, parce que c'est... Oui. Ouais, okay. Voilà. Ouais. Donc ça vaut le coup au final. Tu l'as testé dès le début? Oui. J'ai testé dès le début, j'ai pas mis les indicateurs en place de suite, puis là j'ai demandé à mon SAV au bout de 6 mois, j'avais demandé un petit KPI là-dessus pour connaître le nombre de retours. Et en effet, c'était aux alentours de 2, de 5. Ton SAV, c'était qui? Mon SAV de freelance que j'ai, avec... Je l'ai pas dit en intro, ou peut-être, mais je l'ai oublié, mais tu es donc solopreneur, c'est ta boîte, tu es seul. Vous êtes une petite dizaine, mais en fait, ce sont soit des alternants, soit des free qui sont presque full-time. Mais Exactement. Okay. Et même quand j'ai commencé, j'avais même pas, on va dire, le budget pour avoir une free full-time.
ou même half-time. Et du coup, je me suis penchée vers une solution avec des freelances que l'on prend à l'étranger, mais qui parlent très bien français. Ils étaient où ? Madagascar. Ouais. Et en fait, ces freelances, j'en ai pris 2. Et aujourd'hui, elles sont toujours avec moi. Et elles sont top. Et en fait, elles me suivent depuis le début de l'aventure. Elles connaissent la boîte par cœur. C'est quasi mes 2 bras droits. Et ça se passe super bien, quoi. Elles connaissent maintenant le site et le e-commerce de façon vraiment très, très intéressante. Et en plus, on a une vraie relation de confiance qui s'est mise en place. Donc, j'ai 2 personnes qui sont à Mada et finalement, je les ai gardées parce que ça se passe super bien. Tu décides de te lancer. Tu fais un site. Ouais. Tu fais done is better than perfect. Je pense à chaque épisode et à chaque épisode je me demande comment on le dit en français, mais ce qui est fait est peut-être pas parfait, mais c'est fait. Ouais. Tu fais un Shopify, tu mets une semaine, 15 jours à faire ton Shopify sur la base d'un thème. Tu prends tout de suite des freelances ? Non. SAV ? Non, tu le fais toi-même au début. Non, là au départ, je le fais moi-même. Ouais. Tu te dis qu'il faut absolument faire de la pub dès le début et on y viendra dans une seconde, mais avant ça, il faut des produits. Oui. Alors là, pour tester le produit, ce que j'ai fait au départ, c'est j'ai en effet commencé sur les 2-3 premières semaines. En fait, j'ai voulu tenter l'envoi direct du fabricant asiatique au client. Donc du drop. Du drop, okay. Voilà. Donc du dropshipping, c'était le modèle au départ que je voulais pour tester mon produit. Et d'ailleurs, je le dis encore aujourd'hui par moment, quand il faut tester du produit, parfois c'est une des solutions, mais c'est juste que c'est pas du tout une solution, même moyen terme. On n'est même pas sur, c'est très court terme. Très court terme parce qu'en fait mes clientes très rapidement m'ont dit attendez, ma commande n'est pas arrivée, donc pas de satisfaction client, pas de retour client. Et en plus, on va sans doute y venir, mais le Covid qui est passé entre-temps par là, donc les livraisons qui se sont allongées. Donc au bout d'un mois d'activité, je me suis dit, ce modèle, ça va pas marcher, je vais planter ma boîte, il faut que je fasse du stock. Le drop, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Pour toi, tu t'y es mise sans problème. Tu avais ton site de vente, tu envoyais tes commandes à un fournisseur chinois et il envoyait lui-même. Ouais, voilà, je l'avais trouvé. Alors, c'était pas facile parce qu'en plus, j'avais pas voulu passer par AliExpress. Ouais. J'avais trouvé un fabricant, alors via Alibaba, mais vraiment le fabricant qui m'a dit, moi, tu m'envoies tes listes Excel de commandes et puis je t'envoie les commandes au client. Mais du coup, c'était pas du tout automatique comme on peut voir je sais qu'il y a des passerelles entre AliExpress et Shopify pour automatiser. Moi, c'était pas automatique, on s'échangeait des fichiers Excel. Enfin, c'était tout un bordel. Donc, très rapidement, je me suis dit que là, il y avait aussi la charge qui n'allait pas fonctionner, la charge de travail, et qu'il fallait que de toute manière, je fasse du stock. Ça avait l'air de marcher. Donc, 2 000 €, c'est quoi ? Je me suis dit, je vais acheter 2 000 € de stock. Mais en revanche, tu as pu tester le marché avec du drop. Mais j'ai pu tester, c'est grâce au drop, en effet. Mettant un peu d'acquisition ? En mettant un peu d'achat média, un peu d'AdWords ou de pub en gros. Pub Facebook, Insta, c'est tout. Ouais. Dans la partie, au moment où tu testais le. Oui, au moment où je testais, de toute manière, le premier jour, j'étais inconnue, donc moi, mettre le site en ligne, je me suis dit, si je me fais pas connaître via la pub, personne de toute manière viendra sur mon site. Donc le seul moyen pour moi, c'était la pub. Et t'as quand même pas mal de gens qui se disent je vais créer mon site, j'ai des super produits, je raconte une belle histoire sur Insta, je vais essayer de faire un peu de PR, je vais pas dépenser. Ouais, mais c'est beaucoup plus long terme. Ça peut marcher, mais déjà je pense qu'il faut toujours associer ça c'est mon expérience personnelle, mais c'est passer à côté d'un gros credo que de laisser de la pub de côté. Enfin aujourd'hui, en termes de notoriété, en termes de plein de choses, faut faire de la pub. Comme je te disais, il y a les leviers de la pub qui me sont revenus, moi, et c'était super, où j'ai eu des super articles grâce à mes pubs, parce que j'inondais un peu la toile à ce moment-là. On y reviendra parce que tu es passé dans M6, sur M6 au JT de M6, c'est un gros coup d'accélération. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu m'as dit, effectivement, quand on préparait cet entretien, tu appelles ça les leviers de la pub. Mais tu nous expliqueras tout à l'heure ce que c'est. Mais... tu t'es formé facilement à faire de la pub Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent pour qui ça peut paraître. Alors, je pose volontairement une question un peu candide, mais pour qui ça peut paraître obscur d'aller faire de la pub sur Insta. Comment t'as fait pour apprendre ? Pareil, c'était dans la formation à 100 €, il y avait un petit, quelques épisodes sur les Facebook Ads. Donc à partir de là, j'ai suivi un peu bêtement ce qu'il disait, et puis après je me suis formée à droite à gauche et j'ai testé, j'ai lancé mes pubs. Et puis quand je dis, il me fallait aussi, parce que je voulais pas prendre les images de mes fabricants, parce que ça pour le coup ça faisait vraiment cheap. Donc j'étais acheté mon petit réflexe.
J'ai demandé à une copine de mon équipe de basket de venir chez moi. Et puis, on a pris les photos avec les thés d'oreiller que j'avais acheté à ce moment-là. Et on a fait quand même des photos sympas qui m'ont permis de faire des petits assemblages de films pour avoir, parce qu'en trafic froid, c'est bien d'avoir de la vidéo. Donc, ça m'a permis de faire des petites vidéos en associant les images et aussi de faire du carrousel, etc. Et donc, j'ai eu ces photos. J'ai ouvert mon business manager. Voilà, bon, j'ai un petit peu galéré comme les premières fois quand on ouvre le BM, qu'on relie avec le pixel. Le BM, on y viendra souvent, c'est donc le business manager qui permet de gérer ses publicités de Facebook sur et Insta. L'univers Facebook. Ouais. Et là, j'ai envoyé avec le petit budget de 50 € par jour et en suivant les conseils que j'avais eus de cette formation en ligne. Et ça a marché. Voilà. Enfin, ça a pris de suite. Donc, c'est là où je me suis dit, le drop est validé. Ça a permis de valider le produit. Donc, je peux prendre le risque d'acheter du stock. Pour revenir tout à l'heure. Donc, ça a été là où il y a eu ce switch. Très bien. Donc, tu as trouvé des producteurs sur Alibaba, pardon. Ouais. Tu as fait ton Shopify que tu as fait toute seule. Ouais. Tu as appris via des tutoriels à faire Shopify et aussi de l'acquise sur le BM, le Business Manager Facebook. Tu as testé le marché avec du drop et tu t'es rendu compte qu'il y avait effectivement une demande, mais que pour maîtriser la qualité du service, il valait mieux avoir ton stock. Et donc, tu décides d'acheter du stock. C'est ça. On est quand là ? Donc là, on est début avril 2020. Donc, on est encore en plein Covid. Et c'est là où en fait, je me retrouve à dire à mon fournisseur, bon, écoutez, c'est pas possible, mes clientes, ça fait 3 semaines qu'elles attendent leur commande, je me fais incendier. Je vais leur envoyer moi-même. Envoyez-moi cette quantité-là. Donc, c'était environ un budget de 2000 €. Donc, vraiment pas grand-chose. Et il m'envoie les stocks. Donc, on était confinés chez mes parents à Bordeaux à ce moment-là. Il m'envoie les stocks. Vous étiez à Paris au début de l'aventure. Ouais. Maintenant, on est à Bordeaux. Vous avez déménagé, nouvelle vie, nouveau départ. Enfin. Okay. Ouais, voilà. Il t'envoie le stock. Vous êtes chez tes parents. Chez mes parents. Et en fait, là, tout le monde a mis la main à la pâte. Ça a commencé comme ça avec mes parents. J'ai dit, il faut que vous mettiez sur la manutention. J'ai monté un site e-commerce. Voilà, il y avait rien d'autre à faire. Exactement. Donc, c'était vraiment une aventure un peu familiale au départ. Et donc, ma mère, je lui ai appris sur Excel et elle prenait les extracts Shopify. On faisait des extracts Shopify, on mettait les thés d'oreiller dans des caisses à vin pour faire les stocks, la manute. Et tous les matins, on allait à la poste avec les gros sacs pour poster les colis. Et ça m'a permis d'envoyer en 72 heures et de respecter mes engagements vis-à-vis de mes clientes. Et à partir de là, j'ai pas pu revenir, bien sûr, sur une solution de dropshipping parce que j'ai de suite compris que c'était que pour développer une vraie marque dans le temps, la livraison, l'optimisation de la log, c'était primordial. Ça t'a coûté combien à ce stade ? Donc 2000 € de stock, de l'acquisition Facebook, Moi, BM. J'étais à peine à 2500, quoi. Jusque-là, j'étais à peine à 2500 et j'avais déjà dégagé, je pense, 15 000 de CA. Formidable. Donc forcément, c'est encourageant pour la suite, quoi. Ouais. Et combien de temps il t'a fallu avant de faire ta première vente ? Entre le moment où tu dis, tiens, des thés d'oreiller, ce serait une bonne idée, et il y a le premier dling Shopify qui... Je dirais vraiment 2-3 semaines. Entre vraiment la création du site, 2 semaines, après faire les pubs, les photos, tout ça, 1 semaine. Et avant ces 3 semaines, il a fallu, tu vois, tester, j'imagine, quelques produits. Comment tu as sélectionné tes fournisseurs ? Ouais, là, si on prend ce cycle-là, en effet, on est plus peut-être sur du 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, d'avoir commandé les thés d'oreiller, attendre que ça arrive, faire les photos, faire le site. Donc, il y a vraiment tout ça qui est un peu incompressible. Et après, la mise en ligne. Quelques mois pour se mettre dans les starting blocks. 1 mois ensuite pour y aller à fond. Donc, la pub, le site, les photos, le lancement. De l'acquisition Facebook, et à ce moment-là, et les parents à contribution, ça compte. À ce moment-là, tu as dépensé 2500 €, tu as fait 15 000 € de CA. Tu as dépensé 2500 dont le stock ? Ouais, là c'était stock et on va dire la petite formation. Ouais, et puis quelques centaines d'acquisition. Voilà. Okay. Et puis, oui, c'est ça. Vu que j'étais à 50 € par jour. Voilà. Ok. Donc là, tu as prouvé objectivement que il y avait un potentiel. Ouais, moi, c'est vrai que j'y croyais pas trop. Je me disais, ok, ça marche cette histoire. Maintenant, on fait comment, quoi ? Parce que
On est là chez moi, les commandes commencent à affluer. Je commençais à me prendre un peu au jeu de la pub, en fait, de me dire, j'éjecte 1 euro, j'en gagne 3, 4, 5, parce que à ce moment-là, pendant le confinement, on était sur des ROS assez incroyables. Return on ad spend, on l'a défini plusieurs fois sur le panier, chers auditeurs, mais pour vous, au fond de la classe, c'est le nombre, en gros, le nombre d'euros rapporté par 1 euro investi. Donc un ROAS de 5, ça veut dire que j'ai dépensé 1 euro, j'ai gagné 5 en CA. C'est pas de la marge, c'est du CA. Oui. Ma définition est bonne. Oui, exactement. Okay. Voilà. Donc tu disais au début, tu avais des ROAS de... J'avais du 3, 4, 5. En fonction des pubs, j'avais même une pub qui tournait à 7, je crois. Et à ce moment-là, moi, j'avais pas conscience de ces chiffres-là parce que je me lançais. J'avais pas conscience que c'était des chiffres qui étaient excellents. Donc pour moi, quand je voyais de la pub normal. qui tournait à 3,5, mais presque je l'arrêtais. Je disais, 3,5, c'est pas... Elle est pas rentable, celle-ci, c'est pas normal, je l'arrête. Donc on était vraiment privilégiés. Enfin, de se lancer à ce moment-là, on était quand même un peu dans un moment privilégié. Business 101, le b.a.-ba du business. Donc tu dépenses 1 euro en pub qui va te rapporter X euros en revenus. La différence entre les deux, ça va être le produit, la log, le shipping, l'overhead quand tu es une société un peu plus grosse, c'est-à-dire tes employés, tes bureaux, ton électricité. La TVA qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est ça, les ROS. On peut avoir des ROS de 3 et perdre de l'argent. Donc décomposez bien, chers auditeurs, si vous vous lancez et que le business, c'est la première fois, ou en tout cas vous n'avez pas beaucoup d'expérience, décomposez bien tous les coûts que vous avez dans votre structure pour être sûr de pouvoir bien attribuer à votre produit une réelle marge brute, marge nette, quoi. Et calculer le ROS mini, quoi. C'est vraiment le ROS minimum qui fait qu'à partir de temps de ROS sur Facebook, moi je sais qu'il est autour de 2,5, 2,5. Si je suis en dessous de 2, je sais que là, je perds de l'argent. C'est ta ligne de flottaison, quoi. Je perds de l'argent. Ouais. Donc, mais tant que je ne suis pas en dessous de mon minimum ROS, tant que je suis à l'équilibre, je continue. C'est-à-dire que même si je ne suis pas rentable, mais que je rentre dans mes frais, je continue quand même à injecter dans la pub. C'est un peu ma règle. Parce que peu importe... Ça fait parler, ça crée la notoriété. Des clients, de la notoriété. Ça fait développer la marque, la communauté. Ça aussi, le cycle du client, il rentre après, il est basé dans la base email, donc ça fait grandir la base email et c'est toutes ces choses qui fait qu'on capitalise et qu'on développe la marque. Tu te souviens de tes premières audiences en pub dans le BM? Oui. Beauté. Beauté, cosmétique, femme. Tu faisais local, tu faisais national? Je faisais France, Belgique, Luxembourg. Francophone, donc. Suisse aussi, mais j'ai arrêté parce qu'avec la douane, c'est trop... Enfin, j'ai pas encore trouvé la solution. La solution à quoi? Je dirais qu'un colis sur 3 était coincé aux douanes parce que pas les bons papiers, et vu qu'en plus c'était moi qui envoyais à ce moment-là. En fait, il faut mettre des déclarations de douane, des choses comme ça, et puis il faut vendre hors taxe pour que derrière les personnes en Suisse, je crois, c'est eux qui repayent la TVA pour pas qu'on paye la TVA 2 fois. Donc j'ai pas cherché à tous les coups. Ceux qui m'écoutent et qui connaissent le système rigolent, mais en fait moi j'ai pas creusé la solution, donc j'ai arrêté la Suisse. Mais voilà. Je pense que l'un des enseignements qu'on a dans cet épisode avec toi et que je trouve passionnant, c'est que faire simple, faire efficace. Ouais. Ne pas te prendre la tête avec la Suisse, bon ça marche pas, c'est compliqué, on verra ça plus tard. C'est ça. En gros, non mais j'ai l'impression que c'est ta philosophie. Oui, complètement. Okay. On va droit au but. Ouais. C'est un peu comme ça que j'ai pu avancer assez vite parce que voilà, que ça soit avec mes équipes où je dis toujours on va droit au but et on se prend pas la tête, ça marche pas, on arrête. Et tu as décidé, on l'a dit, de faire de la pub tout de suite, ce qui est on peut dépenser 5 euros ou 50 euros par jour pour se lancer. Il faut un petit pactole, certes, pour commencer, pour les plus jeunes ou les moins fortunés peut-être qui nous écoutent, j'en sais rien, mais je vais mettre les pieds dans le plat là. Et encore à peine. Parce que tu mets 50 euros par jour sur Shopify, les délais de paiement, t'es à quoi? T'es à 4-5 jours. Donc en fait, t'as 4 jours à 50 euros à avancer, après tu commences à récupérer ta mise. Si tu fais des ventes. Si tu fais des ventes, bien sûr. Oui. Si tu fais des ventes et que t'es au moins au minimum ROS, que tu perds pas d'argent. Exactement, parce qu'avant de faire des ventes, il y a du test and learn. Il y a des campagnes qui marchent et des campagnes qui coûtent, quoi. Bien sûr. Super. Donc là, tu accélères. Comment tu accélères?
Ouais, donc là, j'accélère. Ça fait quelques semaines ou quelques mois que tu t'es lancé. On est en mars 2020, il y a eu le Covid. Les gens ont arrêté d'acheter. Il y a une sorte de période de stupeur où on s'est tous demandé ce qui allait se passer. Tu avais des bons ROS au début qui baissent à cause du Covid et puis ça repart. On est 1 an et demi plus tard et tu as fait, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, 16 000 ventes 1600 ventes, pardon. Non, 16 000 je sais plus. Au total sur l'année, oui, je suis à. Je sais plus le multiple en tête, mais. Oui, on est bien à 16 000, ouais. Ok. C'est ça, c'est incroyable. Explique-moi cette accélération. Ouais, donc l'accélération, donc là, on est encore en plein confinement. Les ventes repartent, voilà, des bons ROS. Donc moi, je commence à me jouer à jouer au jeu de la publicité. J'appelle vraiment ça comme ça. Je monte sur des gros budgets assez rapidement, donc enfin des gros budgets à mon échelle qui étaient 500 € par jour, 400-500 € par jour à ce moment-là. Et donc là, bien sûr, en SAV, en logistique, ça commençait à coincer. Mes parents on avait marre. On avait marre. Et puis si j'avais pas tous les stocks, je me faisais engueuler par ma mère, mais vraiment qui me disait bon bah voilà, il y a pas les stocks. Non, mais surtout que si tes produits viennent de Chine, j'imagine qu'ils viennent par container. Il y a eu, ça a bouchonné par moment là. Et ben par moment ça bouchonne toujours d'ailleurs sur certains sujets. Ouais. Et en fait, j'avais beau commander pour faire du stock, j'avais des livraisons parfois qui, au lieu d'arriver en 1 semaine ou 2, qui arrivaient en 1 mois. Donc la cliente, donc là il y avait tout un service où j'envoyais des emails. En disant voilà, les commandes de telle commande à telle commande arrivera dans 1 semaine, vraiment désolé pour les retards. Et les gens comprenaient parce que je leur disais bien, on attend nos stocks qui vont arriver en France et on va de suite vous les renvoyer, mais voilà, la période Covid fait qu'il y a du retard. Donc beaucoup de clients étaient compréhensifs. Bien sûr, il y en a toujours qui n'acceptent pas, mais dans ce cas-là, je leur propose un remboursement de suite, et puis ça apaise de toute façon. Et donc, pour revenir sur la croissance, donc là, première chose, je me dis déjà, il faut que tu t'équipes en SAV parce que tu es en train de perdre ton temps à faire du SAV plutôt que de développer ta boîte. Donc, c'est là où je vais chercher quelqu'un via une agence, les deux malgaches, qui ont repris tous mes emails, toute la livraison, tout le suivi livraison vers le client. Une société spécialisée en SAV, une société de service, comment tu les as trouvés ? C'était par un réseau que la personne m'avait passé sa carte à un moment en disant moi je fais ça, j'emploie des freelances à Madagascar qui sont hyper compétents, qualifiés, qui parlent très bien français et voilà. Et puis il faut dire ce qui est que pour commencer, au lieu de payer un freelance je ne sais pas combien par mois, moi c'était moins de 1 000 € pour quelqu'un à plein temps. Donc c'était très intéressant. J'avais pas les moyens de me payer quelqu'un de toute manière à plein temps. Donc ça pareil, je me suis dit entre guillemets peut-être que c'est pas très éthique ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Mais moi, en tout cas, j'avais besoin de lancer mon site. J'avais besoin que ça marche. Donc, j'ai fonctionné comme ça. Donc, là, j'avais mes 2 SAV. Et à partir de là, je me suis dit, next, c'est la logistique. Parce que je peux pas laisser ça chez mes parents. Ça fait vraiment au fond du garage. Et j'ai sourcé, j'ai fait un petit benchmark des logisticiens. Donc, j'en ai choisi un. Et donc, on a envoyé tous les stocks là-bas. Donc ça aussi... Comment tu l'as choisi ? Je l'ai choisi, il y a eu le tarif, panier, bien sûr. et c'est vrai qu'il y avait l'aspect tarif, c'est sûr, mais après l'aspect interface aussi, que j'avais trouvé pas mal l'interface avec Shopify. Tu peux nous dire qui c'est ou tu le gardes ? Ouais, Futurlog. Voilà. Donc je bosse toujours avec eux, d'ailleurs, sur Émilie Spilot. Et donc j'envoie mes stocks chez eux, donc ça m'a permis aussi de retrouver du temps pour vraiment m'occuper du développement. Et le développement, quand je dis ça, c'est en fait, je me suis reconcentrée sur les ads. J'ai pris aussi un business manager, qui est aujourd'hui mon frère d'ailleurs. On s'est mis un petit peu tous les deux en association. Et donc on a fait augmenter le budget pub. On est monté jusqu'à 1 200 par jour. 1 200 par jour, donc avec du ROS de 3, parfois 5. Même le week-end ? Ouais. Mais en fait, à cette période, c'est vrai que ça s'arrêtait pas, quoi. C'est ça qui était génial. Même le week-end, il y avait, même quand il faisait beau, parce qu'aujourd'hui, je le vois clairement, quand il fait beau, j'ai mes ROS qui baissent. Quand il pleut, j'ai plus de ventes. Voilà, c'est comme ça. Et donc. Est-ce que tu le prévois en avance ?
Non, quand même. Non, ça pourrait être intéressant, tu vois. J'ai vu qu'il y avait de la pluie samedi, je mets de la pub à fond. Non, parce que je crois qu'en plus, l'algo Facebook aime pas trop quand tu... J'ai compris qu'ils aimaient bien la stabilité, donc je joue pas trop avec l'algo Facebook. Moi, je mets mes pubs et je les laisse tourner assez longtemps. D'ailleurs, je suis désolée pour ceux qui vont aller sur mon site qui vont se faire retargeter. Voilà. Mais oui, j'essaye d'être assez stable avec Facebook parce que j'ai vite aussi entendu des histoires de Facebook qui bannaient un peu les pubs ou qui supprimaient les comptes quand on s'amuse trop en fait à jouer avec les performances, quoi. Je sais plus quel invité, mais c'est un super épisode, donc je vous invite à tous les écouter, comme ça vous, pour ceux qui l'ont bavé, mais qui me disait que ouais, faut faire confiance à l'algo. Ouais. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai mis en gros femmes 30, 55, France, Belgique, Luxembourg, et puis après j'ai mis en intérêt beauté, mais c'est du 3-4 millions de personnes dans l'audience. Donc c'est assez énorme, et puis j'ai envoyé mes pubs dans cette audience-là. Tu as commencé à 50 € par jour. Là, tu m'as dit que tu es monté à 1000. 1000 € par jour. Okay. Voilà. Et après, j'ai pas osé pousser forcément plus loin parce que même en termes après de SAV, de tout ça, il y a d'autres contraintes qui rentrent en compte. Et je crois que déjà, pour moi, pour mon expérience du moment, ça me faisait déjà bien, pas flipper, mais voilà, c'était déjà assez impressionnant pour moi. Donc, je me suis arrêtée à 1000 € par jour en me disant, bon là, c'est bien, tu as déjà passé un certain palier. Tu l'as dit, cette accélération s'est accompagnée en parallèle d'une recherche d'un partenaire logistique, donc Futurlog avec qui tu travailles toujours. En termes de production, ce sont aussi les mêmes partenaires que tu as depuis le début? Tu en as pris de nouveaux? J'ai toujours le même qui me fournit à 80%. En Chine. Donc, qui est en Chine. Et après, maintenant, j'en ai 2 autres. Parce que notamment, ils n'avaient pas les bonnes couleurs. Et puis aussi parce que du milieu où je viens, l'aéronautique, de toute manière, il fallait jamais être en monosourcing. C'est une règle. Donc voilà, j'en ai rapidement développé 2-3, ce qui fait que si lui me plante, je sais très rapidement me retourner vers les autres. En Chine? Oui, la soie, c'est en Chine. Ouais, ça, c'est une évidence? En fait, c'est beaucoup... Pardon, vous le voyez pas, chers auditeurs, mais Laure me regarde comme si c'était évident. Donc c'est évident? On sait pas faire de soie en France? On va dire en Asie. En France, non. Tu n'as pas de soie. Là, je sais qu'il y a un atelier qui vient de se lancer que je vais aller visiter, qui reprend un peu, ça recommence. Mais en France, on va plus ce qui est possible. Et ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs, c'est importer le tissu. Et après, on fait la confection en France, dans des ateliers français. Tu apportes le fil ou le tissu carrément? Le tissu. Donc le satin de soie? Oui, okay. Le satin de soie. Qui vient en France, que tu envoies un atelier français qui lui va faire la confection d'été ou des kimonos ou des... Ouais, voilà. Pour l'instant, j'ai fait que sur l'été parce qu'après le reste, c'est encore un autre business d'aller dans l'habillement. Les kimonos, je les prends déjà faits en Chine. Donc c'est vrai que j'ai tous les fournisseurs, je les teste avant, je leur demande le produit. Je leur demande des photos de l'atelier, je leur demande leur qualif, leur certificat, ils m'envoient tout ça pour être sûr que je suis pas non plus face à des charlatans, quoi, que je suis vraiment face à des pros. Et d'ailleurs, la Chine, sur plein de regards là-dessus en fabrication, sont juste excellents. Et c'est là où, quand j'étais voir mon fabricant, donc mon atelier de confection au nord de la France, que j'y étais avec mes produits chinois pour lui montrer qu'est-ce qu'on faisait. Il disait c'est une super qualité, je ne sais pas si je vais pouvoir faire autant, aussi bien. Alors, autant ou aussi bien? Aussi bien. Il n'était pas sûr parce qu'en fait, vu que là-bas, c'est vraiment leur métier, c'est vrai qu'ils font ça depuis des années. En termes de techno, ils sont méga équipés en fait, donc ils font vraiment du très beau produit. Donc en fait, j'ai plus voulu développer un atelier en France. C'était pas tant pour la qualité, parce qu'en fait, on fait de superbes choses, mais ils font aussi de superbes choses. Et c'était plus un peu pour dire, j'ai un atelier en France, on produit aussi en France, parce que j'avais une demande de mes clients aussi qui me demandaient une production française. Et je trouvais ça intéressant d'offrir un peu les deux produits et les deux budgets. Parce que c'est ça aussi aujourd'hui, des personnes qui me disent, est-ce que vous avez de la confection française? Oui, j'en ai, mais celle-ci, en effet, elle est à 90 €, elle n'est pas à 55 €. Sachant que la thé d'oreiller en soie de mûrier ton produit d'origine, il est sur ta fiche produit, sur ta catégorie, 90 barré 55. Oui. Alors ça, au départ, je l'avais mis à 90 en fait, et je l'ai remis à 55. Puis je me suis dit, tu vas faire une promo, et en fait cette promo, je l'ai laissée tout le temps. Et c'est un acte manqué, tu l'oublies volontairement?
Ouais, je l'oublie un peu. Alors, une fois, je l'ai enlevé et en fait, c'est un gros bordel pour tout te dire. Parce que mes pubs, je les ai construites autour de ça. De la promo. De la promo. Donc, il faudrait que je refasse tout l'ensemble. Et puis, en plus, même si les clients n'étaient pas informés de la promo, quand elles arrivent, en fait, ça convertit beaucoup moins. J'ai eu un drop de la conversion à ce moment-là. Donc, une chute. Donc, je sais que certaines des concurrentes pratiquent largement ces prix-là pour la même qualité, elles pratiquent du 90 €, là où je fais du 55 € pour la même qualité. Donc, en fait, je le laisse et voilà. Et c'est vrai que j'ai pas trop de retours. Je pense que les clients comprennent et voilà. Hyper intéressant. On a vu tout à l'heure, dans la première demi-heure, comment tu t'es lancé. Là, on est en train de parler de l'accélération. Donc, tu investis plus en ads, en pub. Tu es monté jusqu'à 1 000 € par jour. L'accélération en pub accélère les ventes et du coup accélère la logistique et le SAV. Donc, tu as pris cette dernière année, un partenaire sur le SAV full-time. Tu en as 2 full-time, c'est ça? Oui. Et un partenaire sur la logistique, FutureLog. Donc, tes producteurs, tes partenaires, tu en as cherché d'autres pour ne pas être dépendant d'un seul partenaire. Donc, on a production, marketing, logistique, SAV, pub. Le site, il a changé? Le site, il a changé. J'avais pris un intégrateur pour 500 € qui m'a refait le site avec Gempage. Et aujourd'hui, il me l'a fait. Puis après, je me débrouille avec. Aujourd'hui, c'est encore moi qui fais le webmastering du site, quoi. Voilà, Okay. c'est encore moi qui vais dans Gempage et qui change tout ce qu'il faut là où il faut changer. Entre les premières ventes en mars 2020, enfin dans ces eaux-là, au début du Covid, et aujourd'hui, quels sont tes principaux apprentissages sur le site? Qu'est-ce que tu peux nous plantage ou accélération, quel conseil qu'est-ce que tu ne referas plus ou... En fait, déjà, ce qu'il faut faire, je pense, sur le site, c'est vrai qu'il faut rien négliger. Il y avait les 80% du départ, les 20% plutôt qui donnent 80% des ventes. Mais en fait, maintenant, je vois bien que quand je change un paramètre, par exemple, j'ai mis 24 heures pour changer d'avis. Ça, pareil, quand je l'ai mis, j'ai eu une augmentation de mon taux de conversion. Quand je l'ai enlevé, il y a eu ça a chuté aussi. Donc, alors que je pensais que ça, c'était un petit détail. Donc, c'est tous ces petits détails qui font que vraiment, j'ai un taux de conversion, je peux le dire, qui est entre 2,5 et 3, donc qui est quand même assez sympa. Et en fait, dès que je viens modifier des petites choses où on se dit c'est insignifiant, ça va me changer, ça va vraiment changer la donne. Et ça, c'est assez intéressant parce que parfois, on se dit, bon, ça, c'est du détail, je ne vais pas le mettre. Et moi, je trouve que c'est tous ces petits détails de la réassurance. Et c'est vraiment la réassurance sur lequel il faut mettre, je pense, sur des sites e-commerce, le paquet. C'est ça qui a fait la différence. Et quand aujourd'hui, je vois des sites où je ne vois pas de conditions de remboursement, quand je ne vois pas le service client qui est clairement affiché, ou quand je ne vois pas une petite FAQ ou une fiche produit qui présente quasiment tous les aspects qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller se balader dans le site pour voir ce qui se passe et voir si on achète au bon endroit. C'est vrai que je pense que c'est dommage parce que du coup, ces sites e-commerce ne sont pas à leur maximum de ce qu'ils peuvent faire. Je suis loin d'être aussi à mon max. Je sais qu'il y a encore plein de trucs, mais en tout cas, c'est des petites choses qui clairement vont donner confiance aux clients. Donc moi, c'est là-dessus où ça a été mon levier, ça a été travailler ma page produit, ça a été aussi travailler l'histoire de la marque. J'ai refait le Qui sommes-nous 3-4 fois. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur le Qui sommes-nous. C'est une des pages d'ailleurs où j'apparais sur mon mot-clé thé d'oreiller en soie, je crois Made in France. Il y a le Qui sommes-nous qui ressort, donc c'est quand même pas mal de trafic tous les mois. Donc pareil, je l'ai retravaillé pas mal de fois. Et aussi, les leviers aussi, tout ce qui était l'emailing. D'ailleurs, j'ai écouté le podcast aussi sur l'email. Email Club, super épisode que je vous recommande, chers auditeurs, il y a quelques jours avec Thomas, le fondateur d'Email Club. Ouais. Et vraiment, et c'est super parce qu'en fait, c'est tout l'écosystème. En fait, on voit juste le site avec la page produit, on atterrit sur la page produit, mais en fait, ça, c'est juste une partie. Mais derrière, en fait, je fais du chiffre d'affaires sur l'emailing.
Ça, je l'ai mis que tard en place, mais c'est ce qui m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires d'environ 10%. Donc, c'est vraiment 10 à 20%. Ça dépend des mois. Ça dépend si je m'y mets à fond ou pas sur sur tout ce qui est le mailing. Mais même le panier abandonné, Shopify, ils ont un mail de panier abandonné. C'est juste il n'y a qu'un email qui arrive. C'est pas trop personnalisé. Il n'est pas très beau, franchement. Alors que, par exemple, avec un bon Klaviyo, avec l'application Klaviyo, on a une série de mails abandonnés qui donne vraiment envie de revenir à son panier. Et ça, aujourd'hui, c'est c'est un levier qui fait qu'encore une fois, on augmente son chiffre d'affaires et puis grâce à tout ça, on devient rentable en fait. L'insight que tu nous donnes là, sans le dire, c'est du test and learn en permanence et tester plein de choses pour voir ce qui marche et ce qui améliore des taux de conversion. Tu disais 2,5. 2,5. 2,5-3. Sur 100 visiteurs, il y a entre 2 et 3 personnes qui achètent. Oui. Donc, ce qui est... je suis dans la bonne moyenne, on va dire. Sur un panier moyen à 100 euros, c'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure. Donc, 100 personnes qui visitent, ça te génère entre 200 et 300 euros de chiffre d'affaires. Oui. Ok. Et aussi, quand tu dis les leviers et ce que je continuerai à faire, ou si je relançais le site internet, c'est clairement le cross-sell, post-sell, upsell. Ça m'a aussi bien augmenté mon panier moyen. Parce qu'au départ, j'ai commencé avec un panier moyen à 70 euros. Et en fait, en utilisant les emails et en utilisant aussi les systèmes de post-sell, après avoir acheté une thé d'oreiller, je propose un autre produit après la vente. Et ça, je le fais avec l'application OCU Zipify. Et en fait... les gens. Comment, pardon? OCU. OCU. OCU, ouais. OCU Zipify, ça s'appelle. Et en fait, les gens, quand ils paient sur mon site, je leur propose après paiement un produit complémentaire ou le même produit. Mais en gros, je fais un peu la technique du more of the same, c'est-à-dire vous avez acheté 2 thés d'oreiller, je vous en propose une à un prix préférentiel parce que grâce à votre première commande, vous avez déjà remboursé mes frais fixes et les frais de livraison. Et c'est vrai, et c'est important de le dire. Mais et en tu fait, dis comme ça, tu es transparente. Je suis transparente aujourd'hui parce que sinon j'avais des clientes qui me disaient c'est un peu, on est un peu déçus quoi. On paye notre thé d'oreiller 50 euros et derrière vous nous en proposez une à 40. Et donc en fait j'ai vu deux trois remarques. En général, c'était plutôt bien apprécié. Les clients viennent pas dire je suis pas content, je paye moins cher. Mais j'ai voulu être transparente. Je dis en fait c'est possible parce que moi je me garde quand même une petite marge qui est moindre, mais vu que vous avez déjà remboursé les frais fixes, je peux me permettre de vous faire ce prix-là seulement à ce moment-là. Et ça vient me faire augmenter mon panier moyen. Et là je l'ai passé de 65 à environ 100 euros. C'est 50% d'augmentation. Hein. Ouais. En utilisant, c'est là où c'est super important. Ça, c'est des leviers aussi qui font qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est des choses toutes simples qui existent, qui sont dispo sur Shopify. Et puis, en fait, on met des upsells. Sous chaque produit, vous verrez, j'ai bien mis la possibilité d'acheter d'autres produits sous chacun de mes produits. En un clic, ils ajoutent le produit au panier. Entre le panier et le paiement, je remets un upsell qui propose d'acheter par exemple un chouchou, de compléter son achat. Et ça, les gens, en fait, n'y auraient pas pensé d'office aller acheter un chouchou avec la thé d'oreiller, mais quand ils le voient entre le panier et le paiement, ils se disent en fait, ça peut être sympa, je vais m'équiper d'un petit chouchou, tant qu'à faire, je passe ma commande, je le prends. Et ça m'a vraiment fait augmenter mon panier de quasiment 50%. Voilà, donc un des gros leviers que je peux donner aujourd'hui. Oui, chers auditeurs, c'est simple, l'e-commerce. Voilà, non, mais en tout cas, c'est quand on découvre ces petites techniques, ça fait plaisir, quoi. Évidemment. Tu es passé sur M6, comment t'as fait? Donc au JT, 13h, c'est ça? M6, comment? En fait, la personne m'appelle et puis me dit, M6 m'a contacté en me disant, je cherche, j'entends partout parler de la thé d'oreiller en soie, j'ai fait un petit benchmark et je vous retrouve un peu partout avec vos pubs. Et donc, est-ce que vous seriez intéressé pour passer sur le JT? Le JT 1245. Donc, bien sûr, ça se refuse pas. Moi, je me disais un peu où ça va mener parce que parfois, on est appelé, on ne sait jamais trop où ça mène ce genre de proposition. Et donc, un mois après, on a enregistré dans une petite boutique à Paris. Et parce que c'était ça le problème aussi. Elle m'a dit, mais où sont vos bureaux? Où sont vos stocks? Mes stocks, ils sont à Dijon. Mes bureaux, j'en ai pas. Donc, on fait comment?
Et on a dû demander à des copines. Voilà, j'ai demandé à des copines leur local. Et donc, ça a pris la matinée et c'est sorti. Ils préviennent pas M6, en fait, quand ils ressortent les épisodes, on est au courant de rien. Voilà, c'est une copine qui m'a dit j'ai vu ta tête au JT, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, j'ai ouvert mon Shopify. Et le Shopify, c'était. Enfin, j'y croyais pas, quoi. C'est fulgurant, hein, quand on passe au JT. C'était quoi un jour normal et c'était quoi le. Ah, écoute, un jour normal, un bon jour avec la pub et tout, ça va être du 4 000 €. Là, c'était quasi du x10, quoi. Bah ouais. Donc. Et tu avais les stocks? Non, j'avais pas assez de stock. Ok. Et alors là. Comment tu as géré? J'avais pas assez de stock et en fait, heureusement que j'avais pas mis en cas de rupture de stock bloquer les ventes. Alors bon, c'est un peu contraire à voilà, encore une fois on va dire éthique tout ça, mais il faut pas se voiler la face. Enfin, par moment, je préfère laisser mes stocks ouverts, engranger des commandes et si offrir une thé en plus ou un. Mais exactement, un mot d'excuse, gérer en SAV, la plupart des clientes elles comprennent encore une fois. Enfin. Parce que je sais, c'est aussi parce que j'ai de la chance d'avoir des délais logistiques très courts qui me permettent de satisfaire la cliente quand même en moins d'une semaine ou deux, de rattraper le retard. Il t'est déjà arrivé de faire appel du coup à de la logistique, de la pro avion ou autre? Ah, c'est avion, moi c'est quasiment avion. Ok. Tout est en avion, donc c'est pour ça que ça arrive sous 2 semaines. Les utilisateurs comprennent quand on leur explique. En fait, il faut être assez, je pense, pédagogue, honnête, transparent. Si tu dis à 2000 personnes qui ont commandé, tu m'as dit quoi, 40 000 commandes? Non, 40 000 euros de serveur. À 100 €, ça fait 400 commandes, c'est ça? 400 personnes à qui tu envoies un petit message en disant je suis désolé. On a été pris par ce passage sur M6. C'est certainement comme ça que vous nous avez connus. Ce sera pas 3 jours, mais 5, ça va, quoi. Mais exactement. Voilà, c'est là où, encore une fois, quand on sait qu'on a qu'on est sur ces délais-là et qu'on a cette possibilité-là, moi, c'est vrai que j'ai choisi de pas me mettre en rupture de stock volontairement parce que je sais que je peux très vite honorer la demande. Et puis en envoyant des petits mots de suivi sympas. Les leviers de la pub, c'est ce que tu me disais, c'est que tu as de fait une journaliste qui a été ciblée à plusieurs reprises, qui a l'impression de te voir partout et qui t'appelle et qui te dit je vous vois partout. Exactement. Ok. Je peux raconter une petite anecdote, mais il y a quelques années, j'ai joué au petit con, vraiment un petit con. Je trouvais que le tunnel de commande Nespresso pour des commandes récurrentes était nul. Alors heureusement, ils ont beaucoup changé depuis. Mais du coup, je l'ai écrit. J'ai fait un post Medium où j'ai écrit Nespresso, ton tunnel de commande, il est pourri. Et voilà comment tu pourrais l'améliorer. Avec des exemples, des images. On avait même fait plusieurs mock-ups, plusieurs animations pour montrer. Bref, j'ai publié cet article et j'ai fait de la pub. Je l'ai poussé sur le BM de Facebook. J'avais ciblé les bureaux parisiens, donc on peut cibler l'arrondissement, ou je sais plus comment j'avais fait, la Suisse, puisque c'est suisse Nespresso, et des intérêts, des likes qui étaient forcément Nespresso, Nescafé, machin, tout ça. Et de ce fait, en fait, avec quelques euros investis, j'ai réussi de facto à toucher pas mal d'employés de Nespresso qui ont cru qu'il y avait une crise. Alors je me suis fait convoquer, Nespresso, je suis désolé, c'était un peu joué au con, mais c'était rigolo. Enfin non, c'était pas rigolo, pardon, rigolo c'est pas le terme, je suis désolé. Mais c'était intéressant. En tout cas, j'ai réussi à paraître beaucoup plus gros qu'en fait ça n'était. Il m'avait expliqué, j'adore l'Espresso évidemment, je suis grand fan, enfin je suis client, mais il m'avait expliqué qu'ils avaient mis en place une cellule de crise. Donc on s'est fait convoquer, c'était assez surprenant ce rendez-vous, mais ils avaient mis en place une cellule de crise qui était équivalente à celle qu'ils avaient eue, je sais plus avant ou après, pour un passage cette émission d'enquête sur la chaîne publique, envoyé spécial ou quelque chose. Un truc comme ça, mais sur les impacts de la capsule Nespresso pour l'environnement. Toujours est-il, chers auditeurs, que c'est juste une longue histoire pour illustrer ce que m'explique Laure sur les leviers de la pub. De facto, vous pouvez peut-être intelligemment cibler d'une manière ou d'une autre des journalistes en fonction de leur like. Je sais qu'il y avait un mec, il y a une époque, je parle longtemps là, je vais m'arrêter. Il y avait un mec à l'époque, c'était une légende, mais qui avait réussi à faire de la pub uniquement ou presque uniquement pour, son nom m'échappe, mais le fondateur de TechCrunch, et de la pub pour parler de sa startup. Et du coup, il avait réussi à le cibler pour lui dire parle de moi. Son nom m'échappe, peu importe. Et c'est comme ça qu'il avait réussi à être recontacté par TechCrunch pour avoir un article. C'est super, voilà, la magie de la pub. La magie de la pub. Donc, tu appelles ça les leviers de la pub et c'est hyper intéressant. Ouais. Tu fais de l'influence ?
Oui, j'en fais un peu, beaucoup Comment ? moins. Je vais peut-être me lancer, mais la plupart, ce sont des micros, entre 5 et 15 de followers, et on leur envoie des produits. Et puis derrière, voilà, on crée un peu des 15 000, relations. hein, juste Ouais, pour se 5 et faire, 15 000. Ouais. Et là, donc c'est des micro-influences. Ouais, Ok. voilà, micro-influence. Et là, je commence à me lancer sur plus de la macro-influence, donc 250 000, 500 000. Donc là, bien sûr, c'est du budget payant. C'est en amont, ça fait toujours bizarre de lâcher ces budgets-là quand on ne sait pas trop ce qui va se passer. Parce que moi, je suis habituée à la publicité où je sais un peu, quels vont être les retours, même si parfois il y a des semaines moins bonnes que d'autres, mais j'ai un peu le prédict, alors que sur des influenceurs, franchement, je maîtrise pas encore assez bien, je sais pas ce qui va se passer. Donc, je commence à me lancer dans le bain, mais j'en fais pas encore beaucoup. Mais tu l'as déjà un peu fait sur des influenceurs plus petits. Ouais. Oui, sur du 15-20, ouais. Du 5-15, pardon. Mais les plus gros, tu vas le faire, tu ne l'as pas encore testé. J'en ai fait, là, j'en ai fait une. Ouais. Quelques enseignements sur la micro-influence ? Ouais, moi je dirais la micro-influence, c'est bien de lier vraiment du partenariat. En général, elles sont très réceptives et très amies. C'est vraiment des relations entre marque et influence à mettre en place. Et en fait, nous, on lui envoie les produits et on crée vraiment une relation avec elle. Alors, j'ai une community manager qui s'occupe de ça parce que ça prend quand même du temps. Mais voilà, on a un tableau avec un peu nos influenceurs amis. Et où dès qu'on a des produits qui sortent ou sur une base régulière, on leur envoie des produits, puis elles en parlent. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que ça convertit, parce que quand on en parle en one shot, encore une fois, les gens ne sont pas toujours séduits, mais quand l'influenceuse, elle en parle 2, 3, 4 fois, donc quand elle le reçoit, 2 semaines après utilisation, elle peut dire les bienfaits que ça a provoqué, là, il y a parfois des meilleurs résultats. Voilà. Donc c'est lié un peu créer une relation. Une vraie relation de partenariat avec le tant que faire se peut, parce que il y en a beaucoup qui maintenant sont influenceurs juste parce qu'ils ont... Ouais. Enfin bref, tant que faire se peut avec... voilà, il y a des plateformes qui existent. Je devrais en recevoir bientôt d'ailleurs sur le podcast, mais c'est vraiment un sujet intéressant. Donc, Business Manager, tu fais de la pub sur Google ? Maintenant sur Google. Maintenant, je suis sur Google, Pinterest, Facebook, Insta. Voilà, un peu les plateformes Graal. Pinterest, c'est tout à fait dans la cible, non ? Oui, c'est dans la cible, mais alors, par contre, en termes de suivi, de data, moi, j'y arrive pas du tout. Donc, je le fais. Je vois que ça attire du trafic, mais je suis pas sûre que ça convertisse vraiment. Je le laisse parce que je pense que c'est important d'être sur Pinterest sur ma niche, mais je vois pas vraiment les résultats concrètement. Voilà. Après, je mets un budget sur Pinterest, je suis à 6 000, 8 000 par mois. Voilà. Donc, C'est quoi ton budget actuel ? Par mois, total, d'achat média ? Non, je suis en moyenne, juste sur le digital, vraiment Facebook, Pinterest, Google, 30 000. Ok. Voilà. Après, j'ai parfois là, j'ai une campagne sur TF1 qui passe en replay, par exemple. Voilà. Après, j'ai des opérations on n'en a pas parlé, parlons-en. La campagne TF1, là, c'est sur 2 semaines et donc c'est que sur le replay. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des indicateurs parce qu'ils peuvent connaître le nombre de clics. Contrairement au... le replay TV alors ? Le replay TV, oui. Ok, pas replay box ? Les deux, je crois, tout ce qui est replay. Ok, parce que t'as pas de clic sur la box, objectivement. C'est quand ils vont cliquer sur... Quand tu regardes ta télé, quand tu regardes le replay sur ta télé, tu peux pas cliquer. En effet, mais tout ce qui est du coup replay sur mobile, ordinateur, tout ça il trace. T'as des stats de clics. Ouais, okay. Ouais. Raconte-moi comment est-ce qu'on fait une campagne en replay sur TF1 ? En général, je suis un peu targetée par les agences médias comme ça, et donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit on a une super promo, il reste qu'une place, blabla. Le discours habituel. Voilà. Et j'hésitais parce que j'avais fait des campagnes presse qui m'avaient très peu servi, type gala, enfin la presse écrite, je le recommande pas forcément. Désolée pour si la presse écrite écoute. Mais là, en tout cas, donc TF1, quand elles m'ont dit qu'il y avait quand même quelques chiffres, quelques retours chiffrés, je me suis dit allez, pourquoi pas. En plus, c'est du replay, les gens ils sont obligés de regarder la pub, ils ne peuvent pas zapper. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, on est sûr qu'ils voient la pub, ça dure, je crois ça dure 12 secondes, donc c'est vraiment très, très court. Mais voilà, donc je commence aujourd'hui, je te dirais, mais en tout cas la campagne c'est 16 000 €. Donc c'est quand même un petit budget avancé, 16 000 € pour 2 semaines de campagne. Alors qu'est-ce que tu as pour 16 000 ? Je sais pas du tout ce que je vais avoir. Non, mais qu'est-ce que tu as en nombre de passages en nombre de passages, 600 000 passages. 600 000 passages de 12 secondes. Ouais. Et ils disent un taux de clic d'environ
1,5. Donc, j'ai calculé avec, si tu fais 600 000 fois 1,5 fois mon taux de conversion de 2,5. Bref, je devrais être à peu près à l'équilibre. Pas forcément rentable, mais être à l'équilibre. Donc, c'est là où je me suis dit aussi, je vais peut-être pas être sur une grosse renta, mais ça va permettre de faire de la notoriété, de me faire connaître et d'asseoir ma marque. Je le redis, c'est passionnant. Donc 16 000 euros, tu m'as dit 6 000 passages, 16 000 euros. 16 000 euros pour 600 000 passages, hein, c'est ça? Oui. 600 000 passages avec un taux de clic à 1,5%. Ouais. Ça, c'est sans compter la télé et la noto et l'effet top of mind qui peut venir ensuite. Fois 2,5% de taux de transac, fois un panier à 100 euros en moyenne, ça fait une vingtaine de milliers d'euros. Ouais. Dans les 16 000, il y a la création de la campagne ou c'est toi qui fournit les assets? Alors, ils disent qu'ils font la campagne, mais vu que j'avais déjà une belle vidéo que j'avais fait au shooting de l'année dernière, j'ai repris cette vidéo parce que les images collaient bien. Et après, ils ont juste mis le titre, ils ont fait un peu l'assemblage avec mes images et je leur ai donné tout ce qui était titre. Et c'est eux qui ont compilé, mais je leur ai donné les images de départ. Et c'est ta première campagne? Ouais. Okay. Et ça commence aujourd'hui. On est, le 17 novembre. Cet épisode doit sortir, je veux pas dire de bêtises, mais je crois le 10 décembre, chers auditeurs, quand vous l'entendrez. Je te donnerai les stats. Ouais, donne-moi les stats à ce moment-là, ce sera intéressant. On fait un marche. petit insert. On va laisser un temps pour l'insert. Attention, insert. Salut Laure, on est le 9 décembre. On s'était promis d'enregistrer un retour d'expérience sur cette campagne TF1. Je l'ai dit à l'instant, mais je le rappelle, 16 000 euros, 600 000 passages de 12 secondes, soit 2000 heures de Émilie Spilot dans les yeux et les oreilles de clients. En replay, donc sur des écrans où on peut traquer un clic, mais aussi en replay sur des box télé où il y a une rupture de canal. Il t'avait promis un taux de clic de 1,5%. Toi, tu as un CRO, un taux de transfo de 2,5% et des paniers moyens à 100 euros. Donc, ton objectif était au moins d'être à l'équilibre et d'avoir gagné en notoriété. On est le 9 décembre, ça fait 20 jours que la campagne tourne et elle vient de se terminer. Quel retour? Alors, le retour, j'ai eu 0,5% de taux de clic, donc 3400 visites pour 600 000 passages. Versus 1,5 promis. D'engagement, où il me disait qu'en moyenne, c'était du 1,5. Donc, moi, j'ai eu 0,5. Voilà. Sachant qu'il y a eu des pubs sur des box. Donc, à la télé sur lesquelles il y a pas de, tu peux pas cliquer. On peut pas traquer. Est-ce que ces 3400 visites, tu as eu de l'additionnel en plus par rapport au mois de novembre? Ok. Enfin, très peu. Je vois bien qu'il y a une légère augmentation des visites le jour où la campagne commence. Par contre, en termes de CA, je le ressens pas sur la courbe. Donc, potentiellement de la notoriété. Donc, des visites moins qualifiées puisqu'elles n'achètent pas, mais quand même Donc, le 0,5 peut-être est à 0,6 ou 0,7, mais en tout cas, il n'est pas au 1,5 qui était promis. Non. Et data aussi importante, j'ai 90% de taux de rebond. Donc, les gens arrivent, même ceux qui sont arrivés, en fait, j'ai un taux de rebond qui est assez fort à 90%. Là où ma moyenne est dans les 50-60%. Est-ce que tu as une augmentation des inscriptions à la newsletter ou tu arrives à capter un peu Ok. Ouais, pas plus que ça. Donc 90% de taux de rebond, des gens que tu ne reverras, enfin qui reviendront peut-être s'ils pensent un jour tes d'oreiller et qu'ils l'ont retenu, mais en tout cas tu les as pas embasés, ils n'ont pas navigué et ils sont repartis. C'est ça. Donc et en termes de chiffre d'affaires du coup? Je pense qu'en termes de CA, ça m'a généré environ 10 000. Voilà, j'ai pas encore la donnée traquée de la part de TF1, mais environ entre 8 et 10 000 de CA, vraiment sur la data pendant cette campagne. Et après, comme tu dis, il y a sans doute de la noto, les gens reviennent sur décembre pour acheter parce qu'ils m'ont vu à la télé, mais voilà, difficile à traquer. Donc le coût net, non parce que sur tes 10 000, c'est pas de la marge, mais la différence entre le coût de la campagne 16 000 et ton CA 10, ça te fait un ROAS de moins voilà, un ROAS négatif. Mais en tout cas, ça te rajoute potentiellement de la noto. Exactement. Ok. Ce qui serait intéressant, en fait, ce qui est le flou aussi, c'est les gens qui dans 2 semaines vont se dire tiens, je me souviens, j'ai vu Émilie Spilot à la télé, t'étais d'oreiller en soi, ou vont en parler au dîner de Noël. Mais ça, à la rigueur, faut qu'on se reparle dans 3 mois pour voir s'il y a eu un effet stack, empilement de notoriété sur des différents bassins, des nouveaux bassins d'audience, quoi. Ouais, exact.
L'enjeu, donc toi, tu avais créé un lien UTM trackable, du coup, qui était dans la pub, mais du coup uniquement utilisable sur le replay, sur un écran d'ordinateur, téléphone ou tablette sur lequel on peut cliquer. Ce qui se passe à la télé sur une box en replay, donc, et qu'on regarderait sur une télé où on peut pas cliquer, là il y a un flou. Et toi, du coup, ça, tu peux pas le traquer. Est-ce que tu vois du trafic additionnel? Forcément en décembre, enfin en fait le trafic est vraiment arrivé et le CA est vraiment arrivé coïncidé en au plus moment avec du Black Friday. Ouais. Donc ça j'ai du mal à dissocier si c'est TF1 qui m'a fait augmenter ces ventes-là. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on prend les chiffres comme ça, c'est sûr j'ai perdu de l'argent, mais comme tu dis, il y a la notoriété, il y a le reste qui fait qu'au final, bon, j'ai quand même été visible. Et voilà, c'est le jeu. On ne sait jamais à combien ces opérations. C'est pas comme Facebook Ads ou Google Ads où on sait exactement combien on investit, combien on gagne. Là, il y a un flou. Voilà. Il faut accepter le flou et miser sur cette notoriété ajoutée. Laure, merci infiniment pour ce feedback. On est le 9 décembre, l'épisode sort demain le 10 et on joue avec le temps et je laisse du coup l'épisode se poursuivre. À plus. À plus. L'insert est fini. Parfait. Ouais. Si on arrive à le faire, ce serait super. Pinterest, Business Manager, RP, avec les leviers de la pub. Tu as eu un bel article aussi dans le FIG ou dans l'Express, Oui, je sais plus. Et également Marie-Claire. Marie-Claire. Comment est-ce que tu différencies peut-être ton approche des audiences chaudes, froides? Il y a des gens qui sont en recherche. Il y en a qui ne le sont pas. Oui. En fait, déjà, je crois que personne, au moment où j'ai lancé mes pubs, personne encore à ce moment-là faisait de la pub où je n'étais pas targetée sur les thés d'oreiller en soie, comme je l'ai fait sous l'aspect cosmétique, beauté. Il y avait quelques marques, mais c'était plus sur la communauté Instagram qui a vendé. Voilà, vraiment, elle s'était développée grâce à Insta. Et moi, je suis arrivée avec les pubs. Et donc, j'ai vraiment détourné le produit de sa fonction initiale, qui est du linge de lit. Je l'ai détourné pour le mettre sous un format cosmétique, parce que moi, c'était comme ça que je voulais l'aborder vraiment. Et donc moi, j'ai été en audience froide directement avec cet argumentaire, de dire, voilà, la thé d'oreiller en soie peut améliorer votre quotidien. Et donc, j'ai injecté au départ, forcément, c'était que de l'audience froide. Et donc, c'était quasiment 100% de l'audience froide. J'ai attendu que mon pixel de Facebook tourne, que Facebook du moins engrange de la donnée. Et à partir de là, j'ai pu commencer à à faire du remarketing. Et donc, j'ai ciblé les clients qui étaient déjà venus sur mon site, qui avaient regardé plus de 70% de mes vidéos, qui avaient cliqué, etc. Et là, je les ai reciblés en mettant des pubs avec des avis, avec des choses, un discours différent que je peux avoir avec de l'audience froide qui ne connaît pas ma marque. Et ça marche, et c'est vrai que c'est là où j'ai les plus gros retours sur Invest, où là, je peux gagner 2 points faciles. Tu vois, en froide, je peux être à 3, et en audience remarketing, je peux être à 5, 6 assez facilement. Et non, c'est vrai que c'est intéressant de faire les deux. Et en termes de budget, je mets environ 80% sur le cold pour vraiment développer la notoriété, pour avoir des gens qui vont rencontrer et connaître ma marque. Et 20% sur du remarketing, 20-30%. Et ton 80-20 génère, en termes de revenus, tu sais l'identifier? C'est du 20-80? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un petit peu plus, du coup, c'est un petit peu plus sur le remarketing, vu que c'est là où j'ai les... Ouais, c'est pour ça que je demande si le 80-20 se transforme en vente sur du 20-80 ou du 50-50, j'en sais rien, t'as un ordre de grandeur? Ouais, le 80-20 se transforme en, je pense, 35-75, tu vois, quelque chose comme ça. Ce qui fait 110, pas mal. Je le reformule, pardon, je suis peut-être allé un peu vite, mais je pensais, si jamais c'est pas évident, 80-20 en termes de dépenses marketing génère du 30-70 du coup à peu près en revenus. Ouais. Sur des audiences newbies en conquête versus de l'audience retargetée. Je te remercie, c'est incroyablement transparent, t'es incroyablement transparente et c'est très généreux de ta part. Mais du coup, je me permets d'aller encore plus loin. T'as déjà du rebuy? Parce que ça fait 1 an et demi que tu vends. Oui, j'ai en repeat. En repeat. J'ai environ 15 à 20%. Ça dépend si des mois en fonction de la newsletter, aussi si je suis assidue sur ma newsletter, etc. Parce que newsletter, c'est... Attends, 15 à 20% des ventes sur un mois sont faites par des clients existants sur les 12 derniers mois Alors la tranche, je l'ai pas, c'est depuis le départ.
Shopify, je prends l'indicateur. C'est assez énorme, ouais. Et je pense que les personnes sont séduites, sans vu que c'était une marque sérieuse. Je fais aussi, je développe des nouveaux produits assez régulièrement parce qu'au départ, j'étais vraiment monoproduit. J'avais juste la thé d'oreiller en soie à 19 mômes à 55 €. Et très rapidement, j'ai développé sur la 25 mômes, qui est la qualité supérieure. Ensuite, j'ai mis des chouchous, j'ai mis des masques visage Covid en soie, masques pour les yeux. Donc aussi, tous ces nouveaux produits font que mes clients sont revenus acheter. Voilà. C'est aussi ça où aujourd'hui, je suis en moyenne à 15% de repeat. On a fait un grand tour. J'ai trouvé ça passionnant. Je suis en train de me demander si j'ai oublié des sujets. On a parlé un peu hier en préparant cet entretien de TikTok et de Snap que tu n'as pas essayé, mais qui ne sont pas aujourd'hui, en tout cas peut-être dans ta cible. Tu m'as dit que c'était 30-55 ? Oui, 30-55 femmes. Ouais. Alors parfois, je suis surprise parce que les personnes qui m'appellent, c'est parfois des personnes beaucoup plus âgées. Et je me dis si c'est pas aussi dans les 60-70 ans que je sais pas. En fait, il faudrait que je leur demande, il faut que je fasse le petit sondage après achat. Parce que c'est très dur de savoir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes avec des budgets intéressants aussi qui veulent dormir dans de la soie et qui ont cette notion de la soie un peu comme produit luxe. Et voilà, et qui seraient intéressées même à 60. J'ai vraiment des personnes de 70 ans qui m'appellent régulièrement pour comprendre sur l'achat, voilà, et parfois elles trouvent pas et elles m'appellent et c'est assez sympa. C'est plein d'enseignements que tu mets d'ailleurs à profit d'autres entrepreneurs avec Wenzeo. Oui, avec l'agence digitale qu'on a montée avec mon frère, donc pour aider un peu les solopreneurs, un peu comme moi, qui démarrent avec peu de budget, on va dire, et qui veulent grandir assez vite grâce à la méthode, voilà, un site qui convertit avec des petites choses à droite à gauche, puis l'augmentation du trafic. Puis un peu tout ce qui est le test and learn, quoi. Voilà. C'est cool, Wenzeo. Et Digital Stories sur Instagram. Ouais. Le temps file, mais j'ai trouvé cet épisode passionnant et je suis certain que vous aussi, chers auditeurs, d'après les retours que j'ai, que vous me faites très souvent quand on échange sur LinkedIn ou ailleurs, je crois savoir que c'est le genre d'épisode qui vous plaît. J'adore ton histoire. J'aimerais que tous les gens qui se posent des questions sur leur avenir professionnel l'écoutent et comprennent que rien n'est jamais gagné, qu'il faut avoir de la chance, mais qu'il y a une méthode et que cette méthode, elle est accessible à toutes et tous si on a la tête bien faite, un peu de courage. Tu bossais chez Safran, t'avais un gros poste ou pas ? Je sais pas ce que tu... Oui, j'étais responsable industriel. Ouais. Tu bossais combien de temps par jour ? Je bossais... T'avais des grosses journées, t'étais à Paris entre en plus. 8 et 10, ouais. Entre 8h et 10h. Avec le transport, okay. Entre 8 et 10, ouais. Aujourd'hui, tu bosses combien de temps par jour ? C'est très variable. Cet été, j'ai bossé 4 heures par semaine pendant 3 mois. Okay. Voilà. Je l'ai mis en stand-by, il n'y avait pas de dev, mais en fait, ça tournait tout seul grâce un peu à la délégation. Les grosses journées du début ? Les grosses journées, j'étais quand même sur du 8-10 heures, ouais. Mais donc une journée normale. Oui. Sauf que tu es à ton compte, tu es libre, une liberté géographique, une liberté financière, une liberté opérationnelle. Oui. Ok. Non, c'est super. C'est une très belle histoire et je trouve ça passionnant. Je te remercie infiniment pour ta générosité. Merci. J'espère qu'on pensera à faire cet insert. Je me suis noté 1 minute 9 environ. Vous l'aurez, chers auditeurs, pour un feedback sur la pub en replay sur TF1. On a noté les chiffres, 16 000 € la campagne, 600 000 passages, 1,5% de taux de clic. Je pense que si les concurrentes passent par là, c'est c'est pas grave, mais au moins on pourra faire le feedback de cette campagne TF1. Merci Laure. Avec plaisir, merci. Laure Lagarde sur LinkedIn que vous pouvez retrouver et évidemment Émilie Spilo, EMILYSPI2LOW.com. Exact. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.